Qui pour succéder au pape François sur le trône de Saint-Pierre? On en parle avec notre invité François Mabille. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux. C'est une question un petit peu facile, vous me diriez même presque familière. Qui sont les favoris? Mais on ne peut pas s'empêcher de se la poser, évidemment. À partir de mercredi, les cardinaux se réuniront en conclave pour élire le prochain pape. D'abord, quelles sont les règles de cette élection, François Mabille? Bien, on a commencé à être dans la première phase, en quelque sorte, du processus électoral. En fait, un conclave se constitue de deux périodes. La période qu'on connaît actuellement, qui n'est pas le conclave proprement dit, ce qu'on appelle les congrégations générales, c'est-à-dire que les cardinaux, pendant une semaine, un petit peu plus, se réunissent tous les cardinaux, que ce soit ceux qui vont voter, moins de 80 ans, ou les plus âgés, en quelque sorte pour faire une évaluation du pontificat qui vient de se dérouler, et réfléchir à ce qu'ils souhaitent pour l'Église du futur. Vous êtes en train de me dire que c'est la période électorale, quoi, si je résume. Exactement. Alors, bien évidemment, tous les cardinaux vous diront absolument pas, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de prise de parole dans ce sens. Moyennant quoi, lorsqu'on creuse un petit peu plus, on se rend compte que ça ressemble tout de même un petit peu à la fois une période de discernement, si on veut reprendre des termes voilà un peu spirituels et catholiques, et puis qu'il y a bien évidemment certains aspects qui ressemblent d'une certaine manière à une campagne électorale. On a d'ailleurs pu constater qu'un cardinal avait pris la parole pour dire « surtout pas moi ». Oui. La charge serait trop lourde, donc ne comptez pas sur moi pour être un des possibles élus. Quel Cela étant, il cardinal? semblait que personne n'avait pensé à lui. Bon, effectivement, c'est une bonne manière au moins d'écarter l'hypothèse. Rappelons-nous quand même que lors du dernier conclave, précédant le dernier conclave, il y avait eu la période des congrégations, et c'est à ce moment-là que Jorge Maria Bergoglio avait pris la parole devant les autres. On dit que c'est cette prise de parole qui avait convaincu une bonne partie de ses pairs de l'élire plus tard pape. Vous avez raison, et c'est là effectivement pourquoi on peut parler de période un petit peu électorale entre guillemets. Que s'était-il passé en 2013 lors des congrégations générales? À la fois un regard sur les difficultés notamment de la fin de pontificat de Benoît XVI, et où finalement les cardinaux s'étaient dit il faut un homme à poigne capable de reprendre en main la curie, donc un homme qui sait gouverner, premier aspect. Et puis certains d'entre eux avaient pensé qu'effectivement il y avait une insistance trop forte sur les problèmes internes de l'Église, sur la doctrine. Et c'est là que le discours de Bergoglio, vous avez raison, il a pris la parole, 3-5 minutes, et il a su en quelque sorte donner une espérance, une sorte d'utopie, en parlant déjà d'Église des périphéries, d'une Église qui se tourne vers les autres. Et on sait bien effectivement que c'est cette coïncidence entre un constat, une évaluation et cette prise de parole qui a permis son élection. Donc il était en quelque sorte candidat. En tout cas, c'est ce qu'on peut deviner à l'époque. Alors, il s'était retiré lors du conclave précédent. Il avait fait savoir, alors qu'il arrivait en deuxième, troisième position, qu'il laissait la place au cardinal Ratzinger. Mais vous avez raison, et j'ai du reste des collègues qui ont sorti un livre sur les conclaves, et où on voit bien tout de même qu'il y a des prises de parole qui manifestent que certaines personnes s'y croient plus que d'autres. Voilà, et justement, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Qui s'y croit plus que d'autres pour cette semaine? Écoutez, il y a plusieurs noms qui sont effectivement possibles. On parle d'un cardinal africain, le cardinal Ambongo, qui est le cardinal archevêque de Kinshasa, voilà, oui. Congolais. Il dirige également l'ensemble des conférences épiscopales africaines, donc qui pèse d'un véritable poids, et qui pourrait être soutenu par un autre cardinal, plus conservateur que lui, plus âgé également, et donc il y a moins de chance, qui est le cardinal Sarah, qui lui est guinéen. Voilà, il y a ce nom-là. On parle de l'actuel numéro 2 du Vatican, le cardinal Parolin, qui est un Italien, diplomate, qui a accompagné le pape pendant tout ce pontificat et a su parfois nuancer, arrondir les angles, notamment sur le plan diplomatique. Bien. Trump a parlé du cardinal Doylan, qui était en quelque sorte son favori, ce qui veut dire que voilà, les puissances étatiques ne se désintéressent pas totalement, voilà, de ce conclave. Et puis, vos collègues à Rome parlent de plus en plus de Monseigneur Aveline, du cardinal Aveline, un cardinal archevêque de Marseille. Voilà, dont les prises de parole, semble-t-il, sont...
Écoutez, il a effectivement des atouts, sa proximité avec le pape défunt. C'est un théologien reconnu, spécialiste du dialogue interreligieux et notamment des relations avec l'islam. Son principal handicap, je dirais que c'est son âge. Quand vous regardez la moyenne d'âge des cardinaux, on doit être à 72 ans à peu près. Le cardinal Aveline est beaucoup plus jeune, ce qui signifie que s'il était élu, on aurait un pontificat long. Et vous voyez, ça, c'est également dans les critères, un des critères qui compte. C'est très cynique quand même, hein. On préfère élire un cardinal âgé pour être sûr que le pontificat ne dure pas trop longtemps, si je vous suis. Ça fait partie, si vous voulez, des problèmes de la gouvernance de l'Église. À partir du moment où il n'y a pas de mandat et où on élit un pape jusqu'à sa mort ou sa renonciation, c'est-à-dire sa démission, cas de Benoît XVI, bien évidemment, la question se pose. Et vous parliez du cardinal Aveline, vous parliez de ses prises de parole. Est-ce qu'on sait s'il a pris la parole lors des congrégations en ce moment? Est-ce qu'on sait ce qu'il a dit et comment ses discours ont été reçus? Alors, ce qu'il a dit, je n'ai pas eu d'écho. En revanche, il semble qu'il se soit exprimé en italien. Or, c'est également un des points qui compte. Oui, donc, justement. bien évidemment, c'est un atout supplémentaire. D'autant plus qu'il était soupçonné de ne pas savoir parler italien, ce qui est un handicap au Vatican. Dernière question, on parlait des ingérences politiques, la presse de droite et de la droite, souvent anti-française d'ailleurs, en général, en Italie, accuse Emmanuel Macron de vouloir faire pression sur le conclave pour pousser son propre candidat. Vrai ou faux ? Alors écoutez, je n'en sais rien, je ne suis pas dans la diplomatie française, mais ce qui est intéressant, c'est précisément de voir comment la presse, des médias, quels qu'ils soient, peuvent interpréter des rencontres à Rome. Donc effectivement, il y a cette rencontre entre le président français et puis les 5 cardinaux, et puis également la rencontre avec Riccardi, qui est le président d'une grosse ONG catholique italienne, Sant'Egidio. Mais de la même façon, je vous dirais que Trump a pu publier cette photo, on le voit en cardinal, et laisser également passer son souhait de voir un cardinal américain être élu. Il y a là, me semble-t-il, quand même des maladresses politiques. Et bizarrement, ce photomontage publié par Trump, déguisé non pas en cardinal, mais carrément en pape, ça a beaucoup moins choqué cette partie de la presse italienne. Comme quoi. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. On vous retrouvera, je pense, cette semaine, mon cher François Mabille. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux. La politique n'est jamais loin de tout ça, évidemment.